Bon après-midi à tous. Merci pour votre patience. Encore désolé pour cette demi-heure de retard. On va raccourcir d'un quart d'heure l'atelier. Du coup, on finira à 15h45 et on décalera un petit peu les autres pour finir sur le coup des 17h30 si ça vous convient. Dans cet atelier, on va parler des TIC, des technologies d'information et de communication, et l'accès à l'information en temps de crise. L'évolution des TIC et leur arrivée dans le champ de l'humanitaire viennent modifier en profondeur la façon dont l'aide est délivrée, coordonnée, mais aussi de la façon dont elle est reçue et perçue par les bénéficiaires. Avoir accès à une information gratuite, vérifiée et actualisée en temps réel grâce à une communauté de contributeurs, c'est ce que proposent des initiatives telles qu'OpenStreetMap, Sahana, Eden ou Shahidi pour mieux cibler et améliorer l'aide aux victimes des crises humanitaires. Alors, pour évoquer ces questions aujourd'hui, j'ai à mes côtés Marc Prustalis, qui est président de la Sahana Software Foundation aux États-Unis. La Sahana Software Foundation est une association américaine qui développe des logiciels libres et open source pour des organisations humanitaires. Marc Prustalis a plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'urgence humanitaire aux États-Unis et dans plus de 20 pays. Il a travaillé pour le ministère américain de la Défense, USAID, The Center of Excellence in Disaster Management and Humanitarian Assistance, les agences des Nations Unies, UNICEF et HCR, et nombreuses organisations humanitaires internationales. Evert Bopp, fondateur du Disaster Tech Lab en Irlande. Le Disaster Tech Lab est un organisme fondé en 2010 pour construire les réseaux de communication en Haïti pour soutenir l'effort de reconstruction en reliant des hôpitaux, des cliniques, des écoles, des centres communautaires à Internet. Evert Bopp a plus de 18 ans d'expérience dans l'industrie informatique et s'investit particulièrement dans le développement des nouvelles technologies au service d'action humanitaire. Olivier Sarrat, chargé de recherche au groupe URD France, Urgence, Réhabilitation, Développement, voilà ce que ça veut dire. URD, c'est un institut indépendant spécialisé dans l'accompagnement des acteurs humanitaires dans les processus d'amélioration de la qualité des programmes en menant des activités d'évaluation, de recherche et de formation. Olivier Sarrat est développeur de formation et expert en TIC pour la solidarité internationale. Il est en charge de l'animation du projet Sigma du groupe URD, dont il nous parlera sans doute. Enfin, Nicolas Chavant de Humanitarian OpenStreetMap, HOT, qui vient de France. Et Humanitarian OpenStreetMap Team est une ONG américaine spécialisée en cartographie de situations de crise qui applique le principe de l'open source et de l'open data sharing aux interventions humanitaires. Nicolas Chavant est géographe et expert en GIS cartographie. Il a travaillé 12 ans à l'étranger dans les domaines de la recherche académique, du développement et de l'humanitaire. Alors peut-être je vais commencer par donner la parole à Olivier Sarrat, qui va nous dresser un panorama un petit peu de ces TIC, de l'accès à l'information pendant les crises. 1, 2, ça fonctionne, formidable. Donc bonjour à tous. Donc rapidement pour compléter ma petite présentation, donc le groupe URD est en effet une association à but non lucratif qui s'est donné comme mandat d'aider à l'amélioration des pratiques dans le secteur et on fait de l'évaluation, de la formation, de la recherche et on développe des outils et des méthodes et on fait pas mal de diffusion de savoir de manière générale. On est des acteurs du débat sur ces sujets-là. Et en ce qui me concerne, donc oui, le projet Sigma, c'est un logiciel libre de gestion de projets humanitaires. Donc je suis avec d'autres autour de la table, des gens qui travaillent justement au concret, au quotidien, dans ces TIC pour le secteur. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un peu la feuille de route, la commande que m'a passée Bibliothèques sans frontières, c'était non pas de vous parler du projet Sigma, mais plutôt d'introduire le sujet des TIC. Et je vais le faire en commençant par une tentative de définition, et après voir quels sont les impacts de ces TIC sur le secteur humanitaire, sur deux objets de ce secteur. Le système humanitaire, parce que c'est un système avec tout un ensemble d'organisations, c'est un système, et de l'autre côté, les bénéficiaires, les populations affectées par les crises. Pour définir les TIC, je vais reprendre pas mal d'idées exprimées par le philosophe français Michel Serres, qui définit les nouvelles technologies de l'information et de la communication comme étant ces technologies qui permettent d'émettre de l'information, d'en recevoir, de la stocker et de la consulter après. On pourrait broder beaucoup sur ce sujet-là, j'ai que 10 minutes, mais on peut voir que dans
dans la vie, il y a énormément de facteurs qui justement émettent, reçoivent, stockent et codent de l'information. Et que ces processus sont assez fondamentaux et recouvrent vraiment pas mal de sphères de nos existences. Et une idée centrale pour comprendre l'impact qu'ont ces nouvelles technologies sur l'humanitaire et sur la société en général, je vais rester d'abord sur les grandes généralités, c'est que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont un outil, mais comme beaucoup d'outils, ils atrophient autant qu'ils libèrent la fonction qu'ils remplacent. En mots plus concrets, on va prendre un autre exemple de grande révolution technologique, de grande rupture technologique, l'imprimerie. Quand l'imprimerie est arrivée, ça a totalement révolutionné la diffusion des idées. On pouvait déjà avant écrire des livres, mais vous connaissez toute l'histoire des moines de copie, etc. Ce n'était pas la même vitesse de diffusion. Et donc l'imprimé a révolutionné la diffusion et l'accès à des masses d'informations stockées dans des livres imprimés. Révolution, très profitable pour les idées. On dit même que c'est une des raisons qui ont fait que la révolution des Lumières, la révolution française, etc. Donc vraiment des impacts profonds amenés par l'imprimerie dans nos sociétés. Mais également, l'imprimerie a eu comme un impact, disons, secondaire, d'atrophier la capacité de mémorisation individuelle des personnes. L'exemple que j'ai connu, c'est que par exemple, au XIIIe siècle, dans les universités qu'on avait en France, les gens se tenaient debout, ne prenaient pas de notes pour la plupart et absorbaient, parce qu'il y avait une culture de la mémorisation orale qui était très différente de celle qu'on a à l'heure actuelle. Et du fait que l'imprimé est arrivé, maintenant on pouvait trouver dans des supports imprimés par la suite, l'information que donnait la personne, donc ça a changé complètement le rapport à la mémorisation individuelle. Donc la capacité de mémorisation individuelle a été atrophiée par l'arrivée de l'imprimerie. Donc ce qui se passe avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous le voyez déjà en suivant ça dans les actualités, on voit bien que les nouvelles générations n'ont plus du tout le même rapport au savoir, plus du tout le même rapport à l'apprentissage, et c'est pareil, ça transforme en profondeur nos sociétés. Et donc le propos que je vais dire, c'est que ces nouvelles technologies d'information sont une révolution technologique du même ordre que l'arrivée de l'imprimerie ou l'arrivée de l'écriture. Si on détaille un peu plus, les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont une révolution dans notre rapport au temps. Voilà, et maintenant il est possible d'avoir des communications instantanées à longue distance. Ça semble d'une évidence maintenant de décrocher son téléphone portable et de pouvoir appeler l'autre bout du monde. Je me rappelle un temps pas si lointain, il y a à peu près une quinzaine d'années où j'étais étudiant à l'étranger. La première fois que j'ai passé un coup de téléphone à mon père en France depuis Singapour, il était stupéfait de cette rapidité parce que pour lui, il avait connu l'époque où il fallait passer par un opérateur. Donc en très peu de temps, on a transformé notre rapport au temps et à la distance du fait des nouvelles technologies. Rapport au temps et à la distance, et aussi rapport à l'espace. Nos générations ont vraiment une transformation profonde de rapport à l'espace qu'on connaît, parce que de plus en plus, une partie de notre conscience est projetée dans un espace virtuel qui est l'espace numérique. On est tous conscients, peut-être certains d'entre vous sont déjà en train de tweeter ou en train d'envoyer des SMS et autres, c'est-à-dire qu'il y a une partie de votre conscience qui est à la fois dans l'espace physique où on est actuellement, au 217 boulevard Saint-Germain, mais aussi une partie de votre conscience est projetée dans des espaces numériques, dans des cercles, dans des réseaux et autres. Et l'adresse, par exemple, qui définit notre emplacement dans la réalité, est de moins en moins l'adresse physique, postale qu'on a à tel endroit et autres, 217 boulevard Saint-Germain, mais de plus en plus l'adresse email, le numéro de téléphone portable qu'on a. Et donc, on transforme aussi tout notre rapport à l'espace du fait de cette création, de cette sphère numérique qui vient se superposer à notre sphère plus concrète et physique. Il y a aussi donc une dernière révolution que je vais citer, la révolution sociale. Ces nouvelles technologies amènent aussi un changement profond dans nos rapports de pouvoir. J'y viendrai par la suite plus en détail. Cette révolution est structurelle, agit sur pas mal de volets, j'en ai présenté quelques-uns. Plusieurs personnes écrivent sur ces sujets-là, personne n'a la feuille de route pour savoir qu'est-ce que cette révolution va amener dans nos sociétés. Comme personne ne savait à la fin du XVIIIe les impacts qu'aurait l'arrivée de l'imprimerie avec d'autres sujets. Donc voilà, il n'est pas possible d'établir ça, mais c'est une révolution extrêmement profonde qui transforme toutes nos sociétés, et donc aussi bien l'humanitaire, puisque c'est le sujet aujourd'hui. La révolution numérique, on peut le voir pour le système humanitaire comme étant à la fois une menace et une opportunité. Pour la menace, les menaces qu'on peut citer, j'en citais deux uniquement. La première, c'est ce qu'on peut appeler l'infoxication. Le fait
puisque maintenant on peut produire de l'information avec une facilité décuplée par rapport à une génération par le passé, on se trouve devant des masses d'informations à devoir gérer. Et la question est de savoir, et pas comment arriver à la traiter, y accéder, mais comment arriver à trouver la bonne information, comment on va la traiter, à l'analyser et gérer tout ça. Et donc c'est un trauma à la fois dans les organisations, qui en effet sont face à des telles masses d'informations qu'ils ont du mal à gérer, et perdent parfois en efficacité par rapport à d'autres moments. Et aussi un problème pour la coordination du secteur de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication de gens qui produisent des rapports d'analyse, des rapports de diagnostic sur la situation, etc. Et après, la question de savoir comment arriver à gérer tout ça. Le deuxième sujet que je voudrais évoquer rapidement, c'est le sujet de l'éthique et la sécurité. On produit de plus en plus d'informations. Maintenant, se pose la question de la fiabilité de cette information et du danger à produire de l'information. J'ai connu par exemple le cas d'une organisation qui travaillait en Côte d'Ivoire et cherchait à mettre en relation des personnes qui étaient en Côte d'Ivoire face à la guerre et qui ne pouvaient pas avoir accès à des médecins, et leur donner des adresses de médecins autour d'eux. Et le problème est qu'ils ont donc décidé de créer une base de données de médecins pour aider ces gens-là à trouver des médecins dans leur ville qui étaient prises par la guerre. Sauf qu'ils n'ont pas forcément eu conscience de tous les enjeux de mettre ces informations à disposition, et des milices ont eu la liste des médecins qui aidaient les populations sur place. Donc après, ça crée des problèmes de sécurité extrêmement importants. Donc il y a tout un enjeu aussi d'éthique, de sécurité lié à ces informations-là. Voilà, donc on est dans une ère d'information où des gens en France peuvent aider les populations en Côte d'Ivoire en mettant en place de nouveaux services, mais il y a tout plein de risques liés à l'exposition d'informations qui sont aussi des nouveaux sujets liés à cette révolution numérique. Voilà à peu près pour quelques menaces que je voulais citer. En termes d'opportunités, il est évident, et là je vais passer la parole à mes voisins qui m'ont cité des exemples, qu'une meilleure diffusion de l'information permet éventuellement une diffusion plus efficace, plus rapide, permet de sauver des vies. Alors je ne sais pas si Nicolas va citer l'exemple ou Marc de OpenStreetMap dans le cas de la crise haïtienne. Tu vas nous citer l'histoire ou pas? C'est prévu dans ton programme ou... Voilà, je vais faire très rapidement ce sujet. L'exemple, pour donner une illustration de ça, un peu plus concret, l'exemple qui s'est passé, qui est un cas d'école d'utilisation de ces nouvelles technologies, c'est que quand la catastrophe naturelle, le tremblement de terre a frappé Port-au-Prince, il n'y avait plus aucune carte à jour des moyens de communication et des routes. Et donc, quand il a s'agi de diffuser l'aide aux personnes victimes du séisme dans Port-au-Prince, l'absence de carte à jour des routes était un problème majeur pour pouvoir trouver comment faire accéder les camions aux différents endroits. Et il s'est passé un bel exemple de coordination, ce n'est pas toujours le cas, mais là il y a eu un bel exemple de coordination où en fait OCHA et tout le système humanitaire a demandé aux fournisseurs d'images satellites de braquer tous leurs satellites sur Port-au-Prince et de diffuser en licence libre les images satellites de Port-au-Prince. Ces images-là après ont été distribuées auprès de la communauté OpenStreetMap qui ont cartographié à partir de ces images satellitaires pour créer de nouvelles cartes routières en fonction de l'état réel du réseau routier et ont pu comme ça produire en un temps record des cartes à jour du réseau routier, ce qui a permis d'être plus efficace et de sauver davantage de vies. Donc voilà un exemple typique d'opportunité offerte par ces nouvelles technologies. Et après, un défi amené par ces nouvelles technologies pour le système humanitaire, c'est la question d'aider à améliorer la coordination du secteur. On peut plus facilement maintenant faire circuler l'information entre organisations et coordonner entre organisations. Le sujet est maintenant comment arriver à créer des systèmes de coordination entre des ONG sur le terrain, des ONG internationales, le système des UN, les bailleurs, pour que cette information circule de manière efficace. Il y a pas mal d'efforts là-dessus, je vais en citer un par exemple. Il y a OCHA qui a créé un Humanitarian Exchange Language, donc un langage technique qui permet de faire communiquer sur des informations de base les organisations humanitaires. Voilà pour le système, donc des menaces, des opportunités amenées par cette révolution. L'autre sujet, qui est un sujet en plus qui touche en particulier Bibliothèques sans frontières, Jérémy l'a manifesté tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne les populations. Et c'est sûrement l'enjeu le plus révolutionnaire. C'est un chiffre qu'on entend souvent citer, mais je vais le redonner. On sait que le téléphone portable, le mobile et les smartphones ont une technologie qui a une très forte pénétration dans les pays dits du Sud. Il y a 6 milliards de mobiles à l'heure actuelle et 1 milliard de smartphones dans le monde. Donc ça change, voilà, c'est un changement majeur du fonctionnement des populations dans le Sud qui ont accès à ces technologies que j'ai citées avant et tous les impacts dont j'ai parlé
par le passé. Ça amène plusieurs changements. C'est d'abord un effet, en anglais on dirait d'empowerment, donc de renforcement des capacités, d'automisation des populations qui maintenant ont un outil qui leur permettent de communiquer en masse, d'échanger de l'information très rapidement de proche en proche, et qui éventuellement aussi leur permettent d'être pas simplement en attente dans leur lieu physique, que quelqu'un vienne les aider et autres, mais éventuellement d'appeler, de solliciter des choses différemment, et entre autres de demander davantage de participation. Et ça leur permet éventuellement aussi de participer à des échelles beaucoup plus larges que par le passé. Donc là, il y a tout un facteur où les populations se sentent avoir un nouveau pouvoir du fait qu'ils ont un moyen de communication, des moyens de communication plus développés. L'autre point sur le système, si on caricature, à l'heure actuelle, le système est assez vertical. On pourrait voir des médias, les mass médias, qui informent les populations, qui sont des contribuables, qui eux-mêmes donc ont un impact sur les bailleurs de fonds, gouvernements ou autres, qui après délèguent font des levées de fonds pour financer les agences des Nations Unies ou des ONG, qui après, en fin de chaîne, les ONG vont en contact avec les populations pour amener de l'aide. En gros, on a un système assez vertical ou assez linéaire comme ça. C'est comme ça que fonctionne à peu près notre système humanitaire si on le caricature. Et les ONG ont souvent une position où à la fois c'est eux qui, en dernier recours, ont contact avec les populations, connaissent bien le contexte, connaissent les situations et agissent auprès d'elles, et éventuellement sont une source privilégiée d'informations pour éventuellement les médias ou le grand public. Avec les nouvelles technologies d'information et de communication, cette chaîne est fortement perturbée, parce que maintenant, les populations ont elles-mêmes la capacité de pouvoir émettre de l'information de manière globale. Donc elles peuvent directement toucher les populations, les contribuables dans les pays du Nord, par exemple. Et ce système extrêmement vertical est remis en cause profondément par ces nouvelles technologies d'information et de la communication, comme on peut le voir dans d'autres systèmes verticaux qui sont, par exemple, nos gouvernements, etc. Les communications horizontales amenées par ces nouvelles technologies remettent en cause en profondeur les systèmes humanitaires. Je vais citer un exemple pour donner une idée. C'est qu'on pourrait très bien imaginer que des populations en Haïti, par exemple, décident, pour pouvoir mener leur projet, de ne plus attendre ou leur projet, par exemple, de demande d'éducation et autres, de ne plus attendre que les ONG humanitaires, les bailleurs, le système humanitaire répondent à leurs besoins, mais de faire par eux-mêmes une levée de fonds sur les plateformes de crowdfunding pour dire on souhaiterait, nous, avoir ce projet là et là et là. Et tout d'un coup, le système humanitaire classique se trouverait profondément transformé. Et c'est des choses que amènent en profondeur les nouvelles technologies. C'est peut-être pas maintenant, mais on est dans un courant qui amène vers ça. Voilà, donc un peu ce que je voulais amener par quelques exemples sur qu'est-ce que sont ces nouvelles technologies et quels changements profonds elles peuvent amener. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Olivier. On peut t'applaudir. Merci pour ce panorama, je pense assez complet, effectivement, de toutes ces dynamiques, à la fois sur place, mais aussi chez nous, que tout ça entraîne. Alors, pour ceux qui appartiennent justement à ces deux espaces physiques et numériques et qui sont en train de tweeter, n'oubliez pas le hashtag urgence de lire, si vous voulez partager autour de la conférence. Je vais maintenant passer la parole à Marc Prustalis de la Sana Software Foundation, qui va nous parler de l'évolution justement des solutions de gestion des crises en open source sur les dernières années. I can shift if you want. Oui, évidemment, c'est un atelier sur les nouvelles technologies, hein, vous l'aurez bien compris. Okay. Thank you. It's great to be here. Thank you for the introduction. My name is Mark Pritsalis. I'm from the Sahana Software Foundation. I think as mentioned in the overview, I've been doing disaster response and assistance for over 20 years. The Sahana Software Foundation is a nonprofit organization. We develop free and open source disaster management software.
that does a variety of things for helping manage logistics and supplies and resources, volunteers, and it started after the Indian Ocean tsunami in 2004, 2005 in Sri Lanka, where the local IT community there wanted to build a tool that could help their country recover. So they did missing persons, they did, a simple bulletin board for resource management, requests for assistance, and things like that. And that subsequently evolved over the years into what is Sahana Software today. But I actually want to start and roll back. I'm going to cover sort of 4 areas, like what was the world like before we had information systems to help us manage disasters, and recent experiences in Haiti and New York, and what we're going to be doing in the future with all of this. And I think there's a relevance to this audience. You may have noticed the date, actually, it's a little bit hard to see here, on the title slide, from 2009. That's because actually a lot of the first part of this talk comes from a talk I gave, Sahana conference we had in 2009, about the need for information systems following disasters. And so I thought for this audience, again, as well as a historical record, it was really interesting experience to use that again. So in April 1994, the Rwandan emergency started. It was a genocidal act against the ethnic minority there by the ethnic majority, politically motivated, participated in by a good part of the country. There was a revolution or a revolt or a liberation of the country by the Rwandan Patriotic Front. As a result, hundreds of thousands of refugees crossed the border into neighboring countries. The first place they went was northwest Tanzania, where approximately 200,000 refugees arrived in a single day and set up a refugee camp. I arrived about a week later and was with UNHCR on behalf of an NGO for about 3 months. And my job was documenting sort of what was going on a daily basis, writing reports, tracking, things from mortality rates to new arrivals and what was going on in the camps. And it was, it was a fascinating case study because it was, as I said, it was a refugee camp of over 200,000 people that grew to 400,000 people and started with nothing and had to develop a very large relief operation almost overnight. And how was this managed? I mean, this is one of my favorite pictures, and I think it also speaks to the audience for this thing. Is there obviously a lot of children involved? Over half of the camp's population were children and in desperate need of assistance. So how did we manage this information? Well, my first reports were handwritten like this. This is the very first report I sent back, and it was sent by fax. And that's, I don't think anyone faxes anymore these days, but that's what happened. I faxed it back to my office in Washington, D.C., and they faxed it to a couple of hundred different organizations and people within the government. Within a week or so, within a couple of weeks or a couple of months, I think we're now up to July, this is the 21st report I wrote, and then UNHCR had given me a computer at this point, so I was able to type them up at least. But they were still, if you notice at the top, it was still faxed back to the office, and it was still faxed around from there. There was structured data, but it really didn't do anything. I was actually thinking, Nicola, this is interesting for you. This may be the beginning of crisis mapping. That map on the bottom, I actually hand drew with like a Microsoft Paintbrush application, manually drawing all the border lines and the things and the arrows, and updated that on a daily basis as to what was going on. Interesting to me. So in the interim, as I mentioned, Sahana Software was founded, and we landed in Haiti in 2010. And there's a couple of things I want to talk about with Haiti and where information really started changing for humanitarian agencies there. The first thing, obviously, that happened after the earthquake is everyone was concerned with where the victims are and who needs assistance. And thank you for covering OpenStreetMap. I cut that out of this presentation because it was only 10 minutes, so I'm glad that was talked about. One of the things you may or may not have heard about were a couple of projects called 4636 and Tweak the Tweet. What these two projects did, the first one was basically an effort to gather information via SMS text messaging from people as to where the victims might be who might need rescuing, where people might need water, where other things were going on that people needed to know about.
Tweak the Tweet was an effort to try to encourage people to structure their Twitter feeds such that posts such that you could identify location information or other things more specifically based on what was there. And what this did for the first time was really try to take information that was coming from the public and give it structure. So we were able to take this and get it into a database, whether it was Ushahidi or this is a Sahana example. And so we had information about reports in this example of water shortages and where they were, and they were geolocated, so you could map them now. And you could sort them by what time they came in. And so you could start to do things with data that was coming from the public that you couldn't do before. The other effort we were involved with, which I thought was also relevant to the idea of documentation and records preservation, was identifying the location of hospitals and their status. This was the major request coming, one of the major requests coming from international organizations, U.S. Department of Defense after the quake, because they needed to know where to bring the injured so they could be cared for. No one seemed to know where these places were. Now, I think if you lived in Haiti, you knew where the local hospital was. But if you were, you know, the UN or U.S. Department of Defense, you didn't, and you didn't know where they were. So we started with a list of over 157 of the major hospitals in the country, and we found that most of them had no location information. It may have had an address, but it's Haiti, it's not the United States or France. You can't put an address into the computer, or at least you couldn't 2 years ago, and get a point on a map. So we basically asked volunteers to crowdsource this information, try to find us this data, and that was done within 24 hours. People used a lot of different creative means. But again, what we had done was take data that wasn't actionable and created something that was now able to be a data set that humanitarian organizations were able to use. And so I think this evolved. One of the experiences from Haiti was that the traditional humanitarian organizations began to appreciate information that was coming from non-traditional sources, whether it was from digital volunteers or whether it was from just the population, and that starting to use that and transition that into how people were responding and what plans were being made. New York City last year, where are we now? There was a superstorm hurricane called Sandy that hit the city, did an incredible amount of damage. We got involved working with a number of community-based organizations who were organizing volunteers, donations of supplies, and trying to distribute it to the people that were needed. I think it's fair to say, and since I'm far away from home, that the traditional response community, government, FEMA, the Red Cross, in the initial weeks were pretty incapable of dealing with the needs there. So there were a lot of small organizations and individuals acting fairly autonomously to try to provide assistance. We provided some systems to allow them to share information. So this was the front page of our portal where people could go and request supplies or start to indicate that they were fulfilling those requests. Community-based organizations like this one in Coney Island could use it to directly enter what supplies they needed, and they could be seen by a variety of different organizations who could then, you know what supplies were needed to be sent. Again, structuring the data, understanding where things were was understood in the city, but understanding what the needs were was something that was turned over to the community. The result was people got fed. Hot meals was a huge part of what we provided in terms of information management, what needs were being provided. That's my car and my mother, and we brought that food out to the Rockaways, so I like to use that. It was a very personal experience for me living in New York and seeing a lot of the people in the communities that I spent time in affected by that disaster. And the other thing, I know it's a little hard to see because it's really whited out, but again, understanding in detail, not just where the points on the map are, but a lot of data behind that in terms of the assessments that are being done for rebuilding information. We're continuing to work with that. So in the remaining couple of minutes, I want to talk about just how we've combined all those lessons and some of the things that we're doing today with this information. And it really is about, this is the front page of a portal we're doing for Los Angeles County, which is looking at community data and providing communities with information about the hazards in their area, as well as the information that they're generating about what plans they're doing in response. So the result is we're able to take
data that comes from big data that comes from a number of sources like the U.S. Geological Survey hazards data, U.S. Census Tract data, public health surveys that have been done, and put that together with community organization data as to where they're located, location information about hospitals, schools, stores, and give it all back to the community in a sense, in a way that they can make sense of it. So in this example, if you can see, is something I put together in about 3 minutes, which basically shows where the community-based organizations are located, demographic data about percentage of the population in each census tract under 18, and where landslide risks are. Now, I don't know why you might need to put those 3 things together, but there's a host of different types of data that you can manage with this that we're providing in a system like that. This example, it's a very similar system we're doing in Timor-Leste, formerly East Timor, which is doing the same sort of thing. It's taking reports in news feeds, and this is almost like a Facebook-type page where different posts go in sort of in chronological order, but you're also able to map all of the data that comes in, and they're doing a lot of monitoring of social media feeds, so stuff that's posted on Twitter or Facebook or YouTube that has geolocated, so they can look at all of that data and also provide them with a dashboard view, and this is basically broke down conceptually. So in the top left are all the alerts that come in from the government, and then the incident reports and the assessments that have been done, again, giving them a map view in all of this. So a way of providing all sorts of information that comes from a number of different sources. This is just some conclusions I kind of pulled out of thinking and that would be relevant for this. But one of the transformations we've seen is this transition from non-durable paper records into creation of electronic repositories. And that's definitely created the challenge, I love the phrase you created, infoxication, of having too much information, and a challenge of how to make sense of all the information that's now available to us. So it's one of the things that I think we all on this panel struggle with, is like, now that we have access to all this information, how do we make sense of it? Because there is the creation of new structured data that's sort of become the foundation of humanitarian action now. So that's really sort of where we are, and thank you very much. The only thing I wanted to add to what you said is that traditionally, humanitarian structure is very vertical, especially with the experience of government in the UN. What I'm seeing in a lot of places is actually a transition to horizontal. The community-based organizations, I mean, Everett, you can probably talk this as well, yeah, is seeing, especially in the United States, is that we're not seeing a lot of top-down response in terms of disasters. We're seeing a lot of bottom-up community-based organizations, and I know it's not changing the whole system yet, but I think at least there's been a recognition on the part of the traditional response organizations that we need to empower the smaller and the communities who are really the first line of defense. So thank you very much. Merci beaucoup, Marc. Je suis désolé que vous n'ayez pas pu voir tout à fait les mêmes images que moi, parce que non seulement c'est très complet, mais en plus c'est assez beau. Donc, si Marc est d'accord, if you agree with that, we can maybe put your PowerPoint on the internet. Oh yeah, absolutely. Yeah? Okay. Comme ça, vous pourrez effectivement revoir toutes les captures d'écran et en apprendre davantage. Je vais maintenant passer la parole à Evert Bopp du Disaster Tech Lab. Le Disaster Tech Lab va nous expliquer un petit peu comment, à travers son action, et notamment son action après le passage de l'ouragan Sandy aux États-Unis, va nous expliquer un petit peu ce qu'on appelle le mapping thématique. Okay, sorry, hold on. Yeah. Following in big footsteps here after Mark, so thank you everybody here for being here today, and
listening to what we all have to say. My slides is going to be a bit less full of pictures for the simple reason that the work that my organization, Disaster Tech Lab, does is very much behind the scenes. So we don't have screenshots to show of software or lots of volunteers work in the field. But to kind of go back kind of in the role of disaster response, if we go back even 10, 20, 30 years in disaster response, it used to be primarily the supply of goods, people and knowledge to areas hit by disaster. And those items were always transported by car, train, airplane. They need to be physically transported to the area where disaster was. Going forward now to current times or the last few years, a lot of digital tools have been developed to assist in disaster response. A lot of technologies become involved. There's also growth in what's called the remote responder, people who assist disaster response while they're not on the scenes. All that knowledge, those digital tools, they need a roadway. They need a way to get that knowledge, to get that information to disaster hit area and to assist the people on the ground. And it works the other way too. The information that's created by the people who are affected by the disaster or coming from the people who are on the ground responding needs to have a way, a means, a road or a pathway, as the title of my presentation goes, to go out to the wider world. This is a kind of representation of our current community. Everybody is connected all the time. Everybody has their smartphone, their tablet, their laptop, whether it's the first world or developing countries. If you even look at mobile phone ownership in Africa and developing countries, but also to go back to Haiti, there's a huge amount of people on mobile phones. People are used to being always connected, be it individuals connected to each other, be it organizations connecting to other organizations, etc. But of course, when a disaster strikes, you get whole-scale destruction of infrastructure, and communication is reduced to this. We're back to pieces of paper, we're back to word of mouth, all the pathways, all the roads and the connectivity where the data is, where we used to, for our information to go across, is gone. At the moment, there's a lot of focus in solutions. I mean, there's the traditional disaster response, development, etc. But there's a lot of focus lately on digital tools such as SEM, social media and emergency management using things like Twitter, Facebook, etc. GIS, OpenStreetMap, mobile apps, open data, etc., etc. There's a whole raft of new technologies being thrown at disaster response, all very functional, but without on-the-ground connectivity, without means of access to that information, without means of getting the data from the disaster hit area to the responders and vice versa, the solutions from the remote responders back to the people on the ground, it's useless. It becomes inactionable. I mean, there's a lot of focus now where you see in disaster hit areas, people go in, gather data, do surveys of the situation, take pictures, do maps, etc., and then leave the area again, go to their offices or their homes, process everything to a nice report, put it up in the cloud, but the people on the ground can't access the information, so it becomes practically useless. It's nice for retrospective research and for presentations, but nothing can be really done with it. So what we need to do, what's the solution? We need the communication channels between on-the-ground responders and remote responders, but what's even more important in my experience and a lot of the other organizations, that we connect the people on the ground. It's not only the organization, we need to get information and input from the people who are most affected by the disasters, not only to get an idea from what is the disaster, what are the needs, and where are the people, first of all. We also need to find out by real-time feedback, how effective is the disaster response? It's easy enough to come from the majority of disaster response, unfortunately, is in the developing world at the moment. So it's easy enough to come from a position where you are in a first world country to go with all your education and your theoretical knowledge and think up a solution that you think is best to help these people in disaster hit area. You might be completely wrong, and there's a lot of people who are completely wrong. I mean, I started out in this 3.5 years ago with a lot of IT background, information and business background, no experience in disaster response. I made huge mistakes by making assumptions but I've learned quick enough that you have to listen to the people you have.
it's a customer situation almost. You have to listen to the people you help and get their feedback. But again, you need communication channels for that. Without them, like I said, everything is pen and paper, word of mouth. I still see it in recent disaster response. I mean, we've done a lot of work recently in the US with a number of disasters, and you still see the majority of disaster responders walking around with a notebook and a piece of paper to write down information and share it. Word of mouth, you get the Chinese whispers. One person says something that goes down a whole chain of people, and it ends up in a completely different message. There's no coordination, cooperation, or resource sharing between the different organizations. One organization might not know what the other organization 2 miles down the road is doing. They might have a surplus of supplies. They don't know who they can share it with. But again, it needs to be a two-way conversation, as I pointed out earlier. We need a data flow from one group, one location to the other. This is kind of illustrating, at the moment, a lot of it happens in silos. Each organization has their own internal communication. It goes from the ground up, and it stays in that silo. It's not shared. It's the horizontal versus the vertical that Mark touched upon. There is a slow transition into more horizontal approach, but what we really need to do, we need to break down these silos and get that information out in there and share it with everybody. Now, the requirements, of course, when you look at the solution, how can you build a communications network that helps helps us solve that problem? First of all, it has to be easy to use. You don't want to build a solution that then everybody has to be trained on. You want something that's easy to use. It has to be agnostic, open to everybody to use. It also has the actual physical aspect. It has to be easy to build, easy to manage, and the cost has to be kept low. Everybody knows who works in humanitarian aid or disaster response knows that funding is one of the biggest issues. So the cheaper the solution, you know, I'm not saying the cheaper solution the better, but the cheaper it makes it at least better. The solution that we've worked with for the last 3.5 years, we look very simple. I worked for an IT background. I worked a lot with Wi-Fi. And I looked at, you know, everybody loves Wi-Fi. Wi-Fi is on your laptop, Wi-Fi is on your tablet, Wi-Fi is on your phone. So let's find a solution. Let's create a network that everybody can connect to. So that's the first solution. And we do a lot in different areas, like we worked in Sandy. I started the organization shortly after the earthquake in Haiti in 2010. We went out there and we built Wi-Fi networks locally for responding organizations. We did point-to-point links to bring connectivity into remote areas. But of course, you need to plug that all into the actual physical internet. So we backhaul, as it's called, a lot of it still over satellite. What we've seen lately in some of the work we've done in more first world countries like the US, we sometimes use 3G, 4G, or LTE networks, but basically we use anything that's available. Power is a big issue. We used to use majority or 99% diesel generators. We're slowly switching to solar for two reasons. A, it's cheaper. B, it's more environmentally friendly. But that's your three elements. You have your local network, which is Wi-Fi. You have your backhaul, connect to the internet, and you have your power to keep everything up and running. So you have the pathway for the data to flow across. Simple term, build it and they will use it, which is really has proven itself. I mean, when I started the organization in 2010, I was laughed at by some people. They're going, why are you bringing Wi-Fi to Haiti? People need medical aid, they need food, they need shelter, they don't need Wi-Fi. My opinion was, yes, they do, and obviously, like, not everybody laughed at me, luckily, so. But we built the networks, and people started using it, and that's still happening. I mean, we were in Oklahoma a few months ago in the US after the tornadoes that hit the town of Moore, and there were a number of refugee camps, tent camps, temporary accommodation for people who were displaced, whose houses were destroyed. Besides putting in Wi-Fi networks and backhauling it to the actual internet, we've gone also into the point where we put laptops and tablets in place. We create temporary internet cafes. And we've seen every time and again when we put this connectivity and the means to use it in place, people use it. I mean, we have laptops still 3-4 months later in Oklahoma who have not been shut down for the last 3 or 4 months. People are queuing up to use them. And they use them for a variety of things. I mean, simple things as registering with aid organizations in the US, FEMA, but other organizations do, to very simple things, staying in touch with friends and family, you know, Facebook, Twitter, email, etc. Connectivity has become almost a primary need for everybody. So that's the gap we fill. And now, after a lot of theoretical talk, I'm going to give you a few examples. And I finally get some pictures.
That's myself. That was in Haiti in 2010, where we one of the locations where we connected equipment from was the UN base beside the airport in Port-au-Prince, which, as you can see probably in the back of the picture there's a big dish there. There was a lot more connectivity than they actually needed, so we did point-to-point links from MAST to locations such as the Medishare Field Hospital and other clinics, etc. We did that for about 6 months. I started it with the thought, rather than donating money to aid, I do something for 6 months, actually practical in the field, and that's my contribution. Now we're 3.5 years later, and I've only grown the organization. But we did in Haiti for the first 6 months, we did a lot of what was the real disaster response, connecting displaced people, persons camps, field clinics, etc. That has kind of grown into, over the last 3 years, where we provided IT infrastructure and connectivity to remote schools, community centers, community radio stations, etc., all using Wi-Fi. As we said earlier in discussion over lunch there, it is not rocket science what I do. This is Wi-Fi, and we're using basically off-the-shelf equipment, but it's just a question of putting it all together. There you see like a lot of planning, network planning. You can see on the whiteboard there, we were planning the networks that we were building up across Haiti. Then going fast forward again 2 years, the Rockaways, Mark mentioned it, we worked with, we got a call actually shortly after the Hurricane Sandy hit the East Coast from a lady down the back there, Kat Graham from Humanity Road, who was deploying to the Rockaways and asked us could we provide connectivity for them, which we did. This is one of our volunteers with some of the equipment that we placed outdoor there. It grew from one location to a number of locations across the Rockaway areas where we provided connectivity for food distribution points, aid distribution points, disaster DRCs, disaster centers. We even helped out New York Fire Department, etc. It shows you again, everybody needs this connectivity, and no matter how big or small the organization, it's become essential. This is one of the locations on in the Rockaways, the De La Salle Church and School. We had equipment up on the roof there, connected up to a satellite backhaul. That's one of the food distribution points that we provided internet. Now that place was day and night full of people, so they could access their connectivity. It wasn't just plain internet, there was also provided voice over IP phones so people could make phone calls, Skype, etc. And then further forward, Oklahoma, after the tornado, this is the camp I mentioned, one of the camps that we provided connectivity for. You can see the mast with the antenna in the background there. That again enabled them to coordinate better with other organizations. And this is recent in Colorado, where we've been active for the last 6 weeks. You see the solar panels down the front that we use to power our equipment. On the pillar there is the Wi-Fi equipment. That's some of the equipment being configured in the field. And you see the batteries again that we use with the solar equipment. I've just been shown you have 2 minutes, so I'm just going to click through it quicker. We're doing also some R&D at the moment. We're working on deploying an internet containing disaster-relevant data. There's a lot of good solutions like the Sahana products. We're trying to incorporate something like that into our actual physical network, that we build a network that all the different organizations responding in a certain area can connect to, and that there's a software application there that for data sharing, resource sharing. We're working on low-cost, user-friendly VoIP mesh, which is basically boxes that create a Wi-Fi mesh, but you can plug a normal standard €5 phone into, now we'll touch a button phone. We're working on developing some drones that do live video feeds from disaster response areas, and that can be shared via the internet with responding organizations remotely. And we're also working on data replication across the Wi-Fi mesh. But the real message that I'm trying to put across is that the connectivity, the communication between all the different stakeholders in disaster response is really important. It's still lacking to a certain extent. And what my organization does, we support everybody behind the scenes. That's why I said at the start of the presentation, there won't be too many pictures there, because our work is largely behind the scenes. So we work with some of the volunteer citizen organizations, we work with the larger NGOs, basically we work with anybody who needs us. It's just information. If anybody wants to know more, look us up, come and talk to me after the presentation if you want. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour
avoir tenu le temps, Evert. Je sais que c'est jamais facile, mais c'est sympa de l'avoir fait. Et du coup, on va tout de suite donner la parole à Nicolas Chavand de HOT OpenStreetMap, Humanitarian OpenStreetMap Team, qui va nous parler de la cartographie participative. Alors c'est vrai que c'est intéressant, et je dirais particulièrement intéressant de t'avoir autour de cette table, parce que je crois qu'on a beaucoup entendu le point de vue du côté des organisations de l'aide. Et quand on a monté ce colloque, et même, je dirais plus en amont, dans la campagne Urgence de lire à Bibliothèques sans frontières, on s'est très vite posé la question. Il y a énormément de choses qui existent. Tout à l'heure, il y a Ouchaïdi qui va parler. Il y a plein d'organisations. Ça fourmille d'organisations qui essayent et qui travaillent à une rationalisation de l'activité des ONG, de l'information que peuvent collecter ces ONG. Et c'est peut-être notre point de vue, nous, de travail direct avec les communautés locales, de se dire, mais finalement, est-ce que cette information, elle redescend toujours aux communautés ? Et comment, finalement, on la fait redescendre ? Alors, évidemment, vous allez me dire, à travers les bibliothèques. J'espère que à la fin de ces 2 jours, vous me direz, oui, à travers les bibliothèques. Mais il y a 1000 autres façons de le faire, et je crois que Nicolas va nous en présenter une particulièrement intéressante. Merci beaucoup, Jérémy, pour l'introduction. Je pense que parmi les 1000 autres et une façons, il y a déjà en fait les idea box, et j'espère en fait engager un dialogue avec cet élément intéressant en fait du paysage en fin en fait de présentation. L'objectif de ma session en fait, c'est de pouvoir donner des éléments sur ce qu'est en fait le projet OpenStreetMap, quels sont en fait des usages de ce projet dans le continuum humanitaire développement. Et puis ensuite, à partir de l'itinéraire du travail d'OSM sur Haïti, de pouvoir voir un petit peu comment est-ce que ces idea box pourraient en fait nous aider. J'aimerais présenter OpenStreetMap d'abord en insistant sur le contexte dans lequel il s'inscrit. On est en fait un projet qui s'inscrit dans le mouvement en fait de l'open data, qui est un mouvement massif au nord comme au sud. On est également à l'intérieur en fait d'un paysage humanitaire qui voit l'émergence de nouveaux acteurs qui ont été en fait introduits très bien par Olivier et nos 2 autres intervenants. Et j'aimerais aussi insister sur le fait qu'il y a des structures en fait de coordination qui se mettent en place et qui permettent d'arrimer ces différentes communautés au cœur de la réponse humanitaire. Donc on parle en fait, quand on pense en fait OpenStreetMap ou ces communautés, à quelque chose qui est déjà en fait articulé en fait au système. OpenStreetMap, si on veut le présenter rapidement, et c'est classiquement comme ça qu'il est introduit, c'est le Wikipédia de la cartographie. Donc un projet en fait web robuste visant la création d'une carte libre, ouverte, par un travail et une contribution en fait d'une communauté en fait de plus d'1,4 million en fait de personnes de par le globe, et qui s'inscrit dans l'approche en fait données ouvertes, logiciel libre. Un projet qui commence en 2004, qui en 2013 est pas loin en fait du 1,4 million membres, et qui est en fait essentiellement un projet en fait communautaire. La force d'OpenStreetMap en fait, c'est cette communauté. Vous voyez ici en fait des membres de la communauté OpenStreetMap au Sénégal, à Ziguinchor. La contribution en fait OpenStreetMap est une contribution qui est ouverte, qui est libre, qui est volontaire, qui permet en fait une réutilisation en fait totale d'un point de vue cartographique, et qui permet de pouvoir conserver l'ouverture de la donnée dès lors qu'on part dans une réutilisation base de données de cette donnée. Quelques slides en fait pour montrer en fait qu'OpenStreetMap avant tout ce sont en fait des cartes. Donc là vous devriez voir en fait des structures d'éducation, mais on aurait pu également en fait voir des bibliothèques, des cartes que vous pouvez consommer sur le web, mais vous pouvez également en fait générer vous-même vos propres atlas, ce qui peut être en fait extrêmement intéressant dès lors qu'on se demande mais comment faire en sorte que on ait la possibilité, quand on est en fait un acteur de terrain avec des moyens en fait limités, de pouvoir utiliser le travail de ces communautés. Donc vous avez la possibilité de pouvoir générer en quelques clics un atlas d'une zone qui est bien couverte par OpenStreetMap et de commencer en fait à faire du SIG maison. Ces cartes sont également en fait disponibles sur des GPS évidemment, des terminaux en fait mobiles, et également disponibles en fait en données brutes. Ces données brutes peuvent être des données déjà configurées en fait pour vous, mais vous avez également la possibilité de pouvoir en fait définir les zones sur lesquelles vous voulez travailler, les thématiques que vous voulez en fait obtenir. Éventuellement même vous pouvez maintenant convertir de la donnée en fait OpenStreetMap vers
la manière en fait dont votre organisation décrit une bibliothèque par exemple. Ces données sont immédiatement en fait consommables sous forme en fait dans différentes applications, dont des logiciels, et notamment en fait, des logiciels de système d'information géographique libre qu'on pousse. D'un point de vue logique de création de cette base de données, on est en fait dans quelque chose qui est très classique pour n'importe qui travaille en fait dans le champ de la géomatique. On va importer des jeux de données déjà ouverts à partir du moment où la licence en fait le permet. On va pouvoir utiliser en fait une imagerie satellite qui est mise à disposition du projet OpenStreetMap par la compagnie en fait Microsoft et Bing, qui nous permet de pouvoir générer en fait des cartes de base du monde, et on va pouvoir collecter en fait de la donnée à partir de GPS, à partir de téléphones en fait dits intelligents, mais également à partir de cartes papier. Un slide en fait devrait arriver. Qui sont générés à partir de la base de données OpenStreetMap. Vous pouvez partir sur le terrain avec, sur un A4, sur un A5, une carte qui vous montre l'état de savoir de la base de données OSM. Vous allez écrire dessus directement. Vous pouvez également en fait visualiser l'image satellite qui est derrière là, éditer et faire en sorte que cette information soit mise à disposition en fait de tout un chacun pour qu'elle soit réexploitée en fait par d'autres. Donc des savoirs locaux peuvent être en fait réutilisés par d'autres acteurs. Ces ressources sont des ressources importantes, mais c'est des ressources qui demandent d'être mises dans la main en fait, de communautés en fait, au sud et en fait, de la communauté des acteurs humanitaires. C'est pour ce faire qu'une structure a été créée, qui est le Humanitarian OpenStreetMap Team, qui fonctionne comme un connecteur entre ces mondes de l'ouverture, ces mondes de l'ouvert, du libre, et des acteurs classiques ou en fait, innovants du champ humanitaire et développement. Et notre objectif et le mandat et de travailler à l'application en fait, de ces techniques, de ces principes, avec un volet en fait, extrêmement fort de construction et de renforcement de capacités et de création en fait, de communautés OpenStreetMap dans les pays du Sud, de manière à faire en sorte que ce projet se déploie en fait, comme un projet local, articulant en fait, des échelles globales et des échelles locales. D'un point de vue activité et présence sur le terrain, donc à part en fait, Haïti, l'Indonésie, certains territoires en fait, d'Asie, on a une forte présence en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et on a également une structure qui a réussi à se mobiliser sur chaque crise humanitaire en fait, à distance. Les ressources qu'on est capable de pouvoir mettre à disposition de notre projet sont en fait des experts, des communautés déjà existantes, des matériels et des activités en fait, de formation, des renforcements en fait, de capacités. Des éléments en fait, de logiciels, des campagnes cartographiques à distance et aussi la possibilité de pouvoir aider des structures à avoir accès à de l'imagerie satellite. Classiquement, ce qu'on va en fait déployer, mettre à disposition, ce seront des kits, donc ce ne sont pas des idea box, mais des kits de matériel qui permettent de pouvoir en fait rentrer dans une logique de contribution, dans une logique d'animation, dans une logique de formation. On s'appuie en fait sur de la documentation avec un portail en fait multilingue qui est utilisé dans nos opérations, qui est également en fait traduit dans des langues locales. On a également des versions en fait réduites. On est capable de pouvoir appuyer en fait des besoins en étant capable de générer des modèles de données qui sont respectueux de la spécificité d'un contexte opérationnel. Sur la base de ce modèle, nous allons en fait pouvoir construire des questionnaires, des masques de saisie et faire en sorte que cette donnée soit visualisable, enfin remonte de façon propre et également soit visualisable avec des rendus cartographiques qui font cas de la singularité des territoires qu'on cartographie. J'ai parlé en fait de développement d'outils qui en fait nous permettent de travailler. Vous avez en fait un outil de coordination que je présenterai dans le cadre de la réponse à la crise en République centrafricaine. Des données qui nous permettent de pouvoir faire en sorte que de la donnée collectée par une structure n'aille pas directement uniquement dans la base de données OpenStreetMap, mais puisse également avoir en fait sa vie propre qui sera celle en fait des besoins de la structure qui utiliserait OpenStreetMap, et cet outil qui permet de pouvoir avoir accès à l'information brute et de pouvoir générer sur une zone donnée pour une thématique qui vous intéresse un jeu de données. On négocie de l'accès en fait à l'imagerie satellite. Nous sommes connectés en fait à différentes structures, dont en fait le Digital Humanitarian Network, donc Kat Graham qui est présente en fait dans la salle et est une des coordinatrices. On peut en fait avoir différentes modalités en fait de travail pour faire en sorte que ces ressources soient utilisées. On peut faire des exercices de simulation en lien en fait avec les autres structures
membres de ce réseau en fait humanitaire. Donc là, c'est le cas en fait de l'archipel en fait des Samoa. On va pouvoir importer en fait des jeux de données. On va pouvoir même en fait organiser des activités de mapping à distance sur de l'imagerie qui sera mise à notre disposition par des acteurs humanitaires. Mais on va pouvoir aller plus loin en utilisant en fait ces walking papers. On peut faire en sorte que, après avoir numérisé en fait de l'imagerie, on va avoir des volontaires de la Croix-Rouge de la RDC ou des volontaires en fait de la Croix-Rouge ougandaise qui vont se saisir de notre donnée, utiliser en fait ces walking papers, aller en fait sur le terrain et être capable de pouvoir dire quelle est en fait la nature de ce bâtiment, quel est son état, où sont en fait des points d'eau, et remonter cette information sur ces cartes scannées qui après en fait vont être mises sur un serveur web et exploitées en fait par des volontaires à distance. In fine, on se retrouve en fait avec la création d'une carte qui permet de pouvoir combiner de façon efficace une capacité de génération d'informations géographiques à distance par ces communautés OpenStreetMap, et le savoir en fait local collecté en fait par des acteurs qui ont des moyens en fait limités. On va également, dès lors qu'il y a une crise, être capable de pouvoir déployer une réponse dont la nature et le dispositif va être en fonction de la réussite et puis des besoins opérationnels. J'ai envie de parler en fait du travail qui a lieu en République centrafricaine. La République centrafricaine, on le sait, c'est une crise en fait qui est une crise majeure et malheureusement en fait négligée et très peu fondée. On a énormément en fait de structures françaises qui ont lancé en fait un appel. J'aimerais en fait donc faire en sorte d'utiliser en fait le temps ici pour pouvoir alerter un petit peu et signifier une manière de pouvoir en fait contribuer et renforcer en fait ces efforts. Donc sur la République centrafricaine, on a eu la chance de pouvoir en fait déployer une équipe de volontaires qui avaient pour mission en fait d'informer autour du projet OpenStreetMap, de former, de cartographier et de constituer une communauté. Donc là, voilà le résultat en fait de leur travail avant la rébellion en fait de la Sekela en fait en janvier 2013. Vous voyez la carte de Bangui, vous voyez en fait le détail auquel ces jeunes en fait ont réussi en fait à parvenir en l'espace de moins de 3 mois. Un petit point en fait, c'est un bâtiment pour information. Ils ont utilisé en fait cet outil qui permettait de pouvoir travailler de façon en fait coordonnée à plusieurs sur une zone, avec en même temps un retour de communautés qui étaient des communautés distantes. Il y avait évidemment une activité en fait de formation et de collecte de terrain impliquant différents acteurs au niveau local, avec différents workshops. Donc c'était une activité qui était très très forte et qui a permis d'arriver à cette première caractérisation en fait, de la donnée et de faire ce travail de manière coordonnée. Un des points de sortie de la donnée en fait, OpenStreetMap pour le système humanitaire, c'est les bases de données fondamentales ou secondaires en fait, du Bureau de coordination à l'action humanitaire. Et en travaillant avec UNICEF, on a eu accès à des jeux de données que UNICEF en fait, avait établis, qui ont pu être importés dans la base de données OSN. À partir du moment où la République centrafricaine devenait en fait un territoire difficile, on a décidé donc de pouvoir d'évacuer cette équipe et de continuer néanmoins en fait un travail de caractérisation et de suivi en fait de la crise, avec l'utilisation en fait, de ces mêmes techniques. Ce qui est intéressant de voir, c'est que MSF Espagne a réussi dans des zones en fait, opérationnelles qui étaient les seules à tenir, à se saisir en fait, de ces outils et à poursuivre en fait, le travail. Donc maintenant, après avoir présenté HOT et OSM à travers en fait, ce contexte de la République centrafricaine, j'aimerais très rapidement montrer comment est-ce que les mêmes techniques se sont enchaînées sur le tremblement de terre en, fait, en Haïti et rejoindre en fait, les IDEARbox et votre travail. Donc on voit en fait l'avant-après de la mobilisation du projet en fait, OSM sur Haïti, qui a été rendu possible par la mise à disposition d'une imagerie en fait, satellite de haute résolution en licence libre, qui a permis de pouvoir mener des missions de renforcement de capacité en Haïti et de faire émerger en mettant en fait en avant des acteurs haïtiens une communauté qui a été la communauté OpenStreetMap Haïti, qui très vite a été recrutée à l'intérieur en fait, de l'Organisation internationale des migrations pour faire de la cartographie de base, de la cartographie en fait, de camps humanitaires
et de pouvoir également en fait travailler dans une perspective gestion des risques et des désastres. On a également en fait avec la coopération américaine et les membres de cette communauté renforcé en fait des capacités, formé des jeunes, 30 à Saint-Marc et 60 dans le nord d'Haïti, et collecté en fait d'énormes jeux de données sur ces lieux. Ces projets en fait sont des projets en fait qui sont financés et qui permettent à des lieux qui sont des lieux volontaires de pouvoir continuer en fait ce travail dans une logique de volontariat qui est celle en fait des projets OSM du Nord, et de pouvoir constituer leur propre projet d'exploitation en fait de la donnée avec en fait une carte d'étape TAP, une carte de réalisation en fait de travaux communautaires dans un bidonville. Et quand on parle en fait de la carte d'étape TAP, immédiatement en fait on pense à BiblioTap on pense également en fait à ces bibliothèques, qui sont des bibliothèques en fait municipales, à ces IdeaBox et à la possibilité en fait de faire de bibliothèques et de faire des IdeaBox d'autres nœuds à l'intérieur d'un réseau en fait de lieux support et de communautés qui permettent de faire en sorte que la donnée OpenStreetMap soit une donnée qui ne soit pas une donnée morte en fait au nord ou imposée en fait par des gens du nord, mais une donnée en fait produite de façon locale. Merci beaucoup Nicolas. On a une petite dizaine de minutes pour discuter un petit peu de tout ça. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Il doit y avoir un micro normalement. Oui. Est-ce que quelqu'un a une première question à poser à nos 4 intervenants qui, je crois, ont donné un aperçu assez large de ces différents aspects. On a brossé, je trouve, un tableau assez complémentaire. Oui, 4 peut-être. Non, ça marche pas. Yeah, try maybe. No. I just wanted to ask when you deploy to the field, and I'll ask HUD OSM. When you deploy to the field, do you deploy a team to the field, or do you use local resources, or do you do a combination of both? Je ne sais plus si je réponds en anglais ou en français. Donc, ça va vraiment en fait dépendre des situations, quoi. Si on travaille en fait dans une zone où une communauté OpenStreetMap est déjà forte et structurée, comme ça a été le cas en Colombie en 2011 à l'occasion en fait d'inondations, le rôle de HOT a été simplement en fait de mettre en relation cette communauté-là avec le système en fait de la réponse. C'est un peu le même cas en fait au niveau du Japon, pour fournir nous en fait un soutien en fait en plus, mais on cherche systématiquement à adapter notre concours aux capacités qui existent à l'intérieur des pays. On cherche également à pouvoir être présent avant la catastrophe le plus possible et à faire en sorte que des communautés OSM en fait locales soient capables de pouvoir monter de la donnée dans une perspective appui-développement, mais également dans une perspective réponse de crise. Quand vous mappez une école, ce qui vous intéresse, c'est d'une part en fait de la décrire pour qu'un ministère de l'Éducation puisse l'utiliser, mais également, c'est intéressant en fait de savoir quelle est sa superficie, de savoir en fait combien il y a de points d'eau, de savoir combien il y a en fait de toilettes, est-ce qu'il y a en fait un restaurant, est-ce qu'il y a en fait des entrepôts, parce qu'à partir de ces moments-là, vous savez comment est-ce que cette école va pouvoir être utilisée si elle doit en fait servir de camp d'hébergement ou de camp en fait de transit dans la perspective d'un transfert en fait de population qui pourra intervenir aussi bien dans des zones rurales que dans des zones urbaines. aussi
des forces militaires, par exemple, etc. Est-ce que vous pouvez partager des expériences sur ça? Oui, je vais essayer. Je veux pas tirer en fait toute la couverture à OpenStreetMap, et il y a quelques questions en fait à l'intérieur de votre question. Simplement peut-être pour les gens qui nous regardent sur Internet, est-ce que tu peux répéter un petit peu la question? Ah oui, je vais répéter la question. Donc la question était la capacité d'OpenStreetMap à être utilisée à un niveau en fait gouvernemental. Quel était le rôle que HOT en fait pouvait jouer là-dedans. Donc en gros, quelle est la scalabilité de cette approche dans des pays du Sud. Et ensuite, la seconde question était en fait une question relative aux possibles rivalités institutionnelles et aux difficultés qu'on aurait pu en fait rencontrer dès lors qu'on se présente comme un acteur géomatique et qu'il y a déjà en fait un institut géographique, qui soit en fait civil ou qui soit militaire, qui est actif dans le pays. Et ensuite, troisième question, quid de la difficulté qu'il y a à réutiliser en fait de la donnée avec en fait de mauvais utilisateurs. On pense à un gouvernement, mais on peut également penser en fait à des groupes en fait mal intentionnés. La question de la scalabilité et d'une approche projet et d'une utilisation à l'intérieur en fait du gouvernement, après c'est une question en fait de montage de projet. C'est des choses en fait que la structure sait faire et que certaines communautés OpenStreetMap font en fait sans avoir besoin en fait de HOT. Il s'agit en fait d'être réaliste dans le montage d'un projet. On a en fait un projet extrêmement fort de renforcement de capacité en Indonésie, par exemple, qui a été construit avec la coopération australienne, l'agence indonésienne de gestion des risques et des désastres, et un lien également avec le bureau de coordination à l'action humanitaire et le groupe de réduction en fait des désastres de la Banque mondiale. Donc c'est un programme qui travaille en fait à un niveau, qui a commencé comme un pilote et qui a été en fait qui a été étendu à un niveau en fait national. Donc voilà en fait un élément de réponse sur le lien avec les gouvernements. Il faut que les gouvernements acceptent le double paradigme à l'intérieur duquel se situe en fait ce projet, qui est un projet qui est humble, petit, simple, mais extrêmement radical. On travaille en fait dans l'open data, on travaille en fait dans le logiciel libre. Et c'est quelque chose en fait quand on définit un projet qui immédiatement en fait trie. On ne se retrouve pas avec des gouvernements qui en fait font obstacle en fait à nos projets. Il n'en demeure pas moins que dès lors que vous envoyez en fait des équipes, ou que vous avez en fait des équipes qui travaillent en fait sur le terrain, c'est des problèmes qui doivent être étudiés de manière extrêmement en fait serrée. Si vous êtes en fait dans le sud du Tchad, si vous êtes au Pakistan, si vous êtes en fait en Afghanistan, le simple fait en fait de faire de la cartographie est quelque chose qui peut en fait vous mettre en danger. Donc il y a lieu en fait encore une fois d'avoir une approche qui est une approche en fait professionnelle et stable. Quant à la réutilisation, on n'a aucun contrôle en fait quant à la manière dont la donnée en fait va être réutilisée, mais c'est la même chose en fait pour Google, c'est la même chose en fait pour Wikimapia, c'est la même chose en fait pour toutes ces communautés qui créent en fait de la donnée. Je pense que l'hypothèse de fond qui est faite et qui a amené en fait un groupe comme la Banque mondiale à soutenir à travers l'initiative des données ouvertes pour une meilleure résilience, des programmes qui visent à systématiser l'ouverture de la donnée, que ce soit de la donnée thématique ou que ce soit de la donnée spatiale, c'est que in fine, si on somme en fait les avantages et les négativités, la positivité en fait l'emporte, et qu'il y a plus d'intérêt à partager de la donnée qu'à chercher en fait à la clore pour conjurer des problématiques de mauvais usage. Oui, d'autant plus que les personnes mal intentionnées arrivent toujours à se procurer l'information. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi, j'ai peut-être une question et peut-être un mot de conclusion à donner à Olivier, parce qu'Olivier, tout à l'heure, tu parlais de changements par ces nouvelles technologies qui arrivent, de changements dans les rapports de pouvoir. Et à écouter ces différentes présentations, alors j'imagine que tu es déjà bien au fait des travaux de ces différentes organisations, mais quelle est la réflexion, j'allais dire, du chercheur vis-à-vis de ça? Aujourd'hui, est-ce que les ONG ont le pouvoir? Est-ce qu'on redonne le pouvoir finalement aux communautés locales? Est-ce que finalement, est-ce que c'est les bailleurs qui ont le pouvoir? Est-ce que c'est je dirais, les gens qui donnent au nord? Enfin, où est-ce que tu situes tout ça?
je vais faire une réponse assez rapide sur le sujet. À l'heure actuelle, le système ancien fonctionne sur deux pouvoirs principaux. Ceux qui connaissent le terrain, qui sont capables d'agir, qui sont principalement les ONG, et de l'autre, les bailleurs qui ont les fonds. En gros, c'est à peu près ça. Après, il y a différents modèles là-dessus, et donc ça joue le rapport de force, en tout cas dans le système classique, se passe là-dessus. C'est que les bailleurs ont besoin des ONG, mais les ONG ont besoin des bailleurs. Ça se passe là. Et je n'ai pas mentionné, bien sûr, les populations, qui actuellement ont peu de pouvoir, en fait. Enfin, sont souvent un peu oubliées parce que, contrairement à d'autres systèmes, dans le système de l'aide, comme les populations qui bénéficient de l'aide ne payent pas le service, ne choisissent pas l'ONG, certes, les ONG, par devoir éthique, se sentent redevables, devoir retourner l'information, mais n'ont pas de contrainte systémique à devoir être redevables à la population. Ce qu'amène ces nouvelles technologies, du fait que les populations puissent avoir davantage de voix, ou même créer par elles-mêmes, par renforcement des capacités, leurs propres services. Donc on a eu des exemples avec OpenStreetMap par exemple, ou le projet Sahana. C'est que maintenant, elles ont une capacité de pouvoir pourvoir une partie de leurs besoins par elles-mêmes. Donc ça renforce leur pouvoir vis-à-vis des ONG. C'est-à-dire que les ONG, on peut imaginer dans un dialogue de pouvoir comme ça, si les ONG ne remplissent pas suffisamment bien leurs services, peut-être que les populations vont trouver d'autres ressources et d'autres solutions pour répondre aux services par elles-mêmes. Voilà. Donc c'est en ce sens-là que ça peut changer en partie la donne du rapport au pouvoir. Mais voilà, c'est juste mon interprétation et je laisse les autres panélistes compléter s'ils le souhaitent. Marc Evert, vous voulez dire un tout petit mot là-dessus pour conclure, parce que le temps nous est compté. Oh, sure. I mean, I agree 100% with what you'd said, and that was certainly an experience I've seen. After Haiti and in New York most recently, there were actually a slide I took out. It was very on point. There were two published papers after Haiti that I think were really important to the people working with open source and new kind of means of helping support information solutions. One was from the U.S. Department of State, and the other was a UN Foundation report. And they both basically concluded that there were new organizations like ourselves, basically, who were able to deal with the infoxication issue, the velocity of data, and providing them with information. And these were non-traditional partners of the top-down government UN approach, and basically saying, we have to incorporate this. And I think over the last few years, there's been more openness towards thinking and working with the smaller communities and groups. And my experience working in New York was that, as I said, in the initial weeks after the storm there, the communities themselves were the only effective actors, and the people who came in, like Kat, to work with the communities there. And there was almost a rejection on the part of the population of whether it was the city coming in or FEMA eventually, because they were already being helped by their community. But I also saw a lot more openness on the part of the government to support community-based type responses. So I think there is this evolution taking place, and I think it's a very good one. Evert, vous voulez dire un mot là-dessus? Yeah, I just want to add a little comment to that, kind of going along with what Mark says, that disaster aid and humanitarian aid used to be very institutionalized. It still is to a certain extent. There's the large NGOs, there's the government, the various Western governments helping out in the less developed countries, etc. But what I've seen a lot, and you probably concur with that, there's a lot of civilian ad hoc kind of initiatives where either the communities themselves that are affected by disaster basic group and put groups, working groups, for lack of a better term, together to actually address the situation, but also civilian groups that are from other parts of the country or from other countries that are basically just volunteers said, okay, we're bundling our resources and our knowledge together just to address this specific disaster, who deploy to that area and help, and as soon as that disaster or the need is no longer there, they're disbanded. So there's a whole new level of flexibility in disaster response that has to be addressed, and it is being addressed, but the more institutional organizations in that area are kind of slowly adapting, but the various means, and I mean, that's why we see such things as OpenStreetMap, that we see Sahana and all the other different initiatives that are kind of dealing with that issue of not only sourcing the relevant data, but processing and making it available in a more consumable format. So the whole area of disaster response and humanitarian aid is in a huge amount of flux at the moment. So it makes it exciting to a certain extent, and it makes it a huge challenge.
Merci beaucoup, Ever. Ce sera le mot de la fin, je pense. Hein. On va s'arrêter là-dessus. Tu voulais dire une dernière chose? Très vite alors, hein, parce que... J'aimerais juste en fait qu'on ne ressorte pas en fait de la salle en fait avec l'idée que Haïti en fait est la réponse qu'a présentée Marc au cyclone Sandy en fait à New York sont des paradigmes en fait vraiment émergents quoi. Quand on est dans des pays marqués par un contexte en fait de très 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 grande pauvreté, mettre en place des instances locales de ces communautés volontaires, c'est quelque chose en fait qui est extrêmement difficile, qui demande en fait énormément de temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en fait à un moment où il y a plus de possibilités en fait pour pouvoir le faire, tant à un niveau technologique qu'à un niveau en fait institutionnel, qu'à un niveau en fait jeu d'acteurs. Mais il faut absolument pas en fait s'illusionner quant à la capacité qu'on peut avoir en fait à faire en sorte que cette évolution ou cette innovation en fait se diffuse extrêmement rapidement. Il faudra en fait des facilitateurs, il faudra en fait des fonds, il faudra en fait des structures qui ont cette capacité en fait à faire grandir ces communautés en fait au niveau du sud pour qu'elles soient en fait à la hauteur de l'expertise de ce qu'on voit en fait dans les quartiers généraux en fait de communautés volontaires et techniques travaillant avec le système en fait humanitaire. Merci beaucoup. On va arrêter là. Merci à vous quatre pour vos contributions très intéressantes. On se retrouve dans 8 minutes. Vous avez 8 minutes pour changer d'atelier. Les ateliers reprennent à 16h. Merci beaucoup.